Bonsoir à tous. Cette dernière intervention de la soirée vise à partager un petit peu le savoir-faire d'Alliance Vita et pour que vous puissiez le prendre à votre compte si vous voulez. Et quels sont nos grands principes d'action que vous pourriez décliner personnellement pour être dans ce temps long qui est aussi une urgence. Premièrement, repérer les mutations de la société. Vous avez eu un exemple très précis avec Caroline Roux lorsqu'elle a évoqué la situation de cette personne qui a pu retrouver son, entre guillemets, géniteur, alors qu'elle avait la vie grâce à un don anonyme de gamètes. Quand on repère cette mutation, c'est une véritable rupture. Désormais, l'anonymat du don de gamètes, et il y a 15 jours qu'on a appris cette nouvelle, l'anonymat du don de gamètes, rétroactivement peut être aboli. C'est quand même stupéfiant, ça change beaucoup la donne. Et donc, nous devons repérer que cet anonymat qu'on avait promis aux donneurs et peut-être aux parents demandeurs, eh bien, désormais est peut-être effaçable grâce aux tests génétiques qui permettent de retrouver sa généalogie. Et ça change. C'est vraiment une bombe dans le landerneau français qui consacre l'anonymat. Évolution plus lente dont on a déjà parlé. Est-ce que vous avez remarqué à quel point, petit à petit, la France s'interroge sur son eugénisme? Pas seulement nous ici, mais à chaque fois que je suis confronté dans des débats à Israël Nizan, le professeur Mattei, Didier Sicard, qui est le premier d'ailleurs en tant que président du comité d'éthique, a pu dire « La France est l'un des pays au monde qui flirte le plus avec l'eugénisme ». Et donc les sujets liés au handicap, qui étaient comme des cas limites qu'on nous assénait il y a 20 ans, maintenant sont devenus une épine dans la conscience de notre nation, et on peut aborder ce sujet, donc la pensée a évolué. Repérer les mutations. Deuxième principe d'action, décrypter les débats. Dans mon livre « La bataille de l'euthanasie », j'ai essayé de montrer qu'il y avait souvent, dans les situations, notamment les faits divers très emblématiques qui nous sautent aux oreilles et aux yeux, 4 temps. Il y a un premier temps qui est le temps de l'émotion audiovisuelle, où tout et n'importe quoi est dit comme un tsunami d'émotions qui emporte l'adhésion des personnes si elles n'y prennent pas garde, avec beaucoup de mensonges. Et j'ai noté par exemple sur la douloureuse affaire de Chantal Sébir, vous savez, cette femme qui vivait avec un esthésio-neuroblastome, un cancer des sinus très, très impressionnant, et elle disait « je suis allergique à la morphine ». Et tout le monde le redisait dans les médias audiovisuels. Et ensuite la presse écrite, deuxième temps, la presse écrite qui prend plus de recul, ou les livres que personne ne lit pratiquement. Et où on peut entendre qu'au fond, elle n'était pas, Chantal Sébir, allergique à la morphine. Elle ne voulait pas de morphine. Elle était réticente à la morphine. Elle avait refusé toutes les interventions chirurgicales et tous les soins palliatifs antidouleurs qu'on lui proposait. Évidemment, quand on voit sous cet angle, on se dit que cette femme qui souffrait bien sûr beaucoup, moralement et physiquement aussi, eh bien, n'avait pas exactement dit aux Français la vérité lorsqu'elle a demandé cette euthanasie. Le temps de la presse écrite, et ensuite il y a le temps de la justice. Souvent des mois, voire des années après. Et là, les magistrats professionnels travaillent à fond et on voit remonter des choses, des données qui transforment complètement ce qui avait été dit et cru auparavant. Et quatrième temps, le temps des politiques. Comment font les politiques? Suivant leurs convictions, soit ils réagissent avec prudence, on ne légifère pas sous le coup de l'émotion, on ne légifère pas à partir de cas particuliers ou à partir d'exceptions. Soit parce qu'ils aimeraient pousser le bouchon, casser la digue, ils réagissent dans l'action, dans le temps audiovisuel pour essayer de casser la digue qui résistait jusqu'alors, par exemple sur le sujet de l'euthanasie. C'est très important qu'on prenne conscience avec recul sur tous ces sujets, qu'on essaie de comprendre dans le temps long ces affaires qui souvent imprègnent au présent d'une manière exagérée. Troisième principe d'action, lancer des alertes. Voilà, il faut avoir un coup d'avance. Alors, je me permets de lancer ici une alerte, mais elle est peut-être déjà parvenue jusqu'à vos oreilles, à propos de l'antispécisme. L'antispécisme, c'est-à-dire l'idée que l'homme serait un animal comme les autres, voire un parasite de la nature, dont la terre se passerait bien, qui finalement ne vaut pas plus qu'un animal, eh bien cette idée est en train de se répandre dans notre société de manière extrêmement forte, à la fois sur le plan de mouvement de pensée, sur le plan même juridique dans certains cas, et avec le risque qu'on aboutisse finalement à un homme, une humanité coincée entre les animaux et les robots, qui finalement ne sait plus bien quelle est sa souveraineté par rapport à l'animal et par rapport au robot, ce qui est un autre sujet. Voilà, je vous enjoins à écouter du coin de l'oreille tout ce qui se dit sur les animaux ces derniers temps, et pour pouvoir bien sûr ne pas consentir à des maltraitances injustes vis-à-vis des animaux.
en raison de notre dignité humaine, mais par contre de bien repérer la manière dont l'homme est dévalorisé et de pouvoir par conséquent le défendre et défendre sa souveraineté. Ce que d'ailleurs les naturalistes font bien, ce que les paysans font bien aussi quand ils savent la juste hiérarchie entre le rat, qui envahit, paraît-il, Paris en ce moment, et l'homme. Quatrième principe d'action, investir les lieux de pensée, les lieux où l'on pense. Là, Caroline Rouve revient de Madrid où elle a participé à un colloque sur la fin de vie. Nous étions tout à l'heure, Henri de Sauce et moi-même, auditionnés au CESE, Conseil économique, environnemental et social, ou social et environnemental, pardon, sur la question de la fin de vie. Et nous essayons d'être là où les choses se réfléchissent, par anticipation, de ne pas se laisser finalement abuser par ce qui nous tombe dessus sans qu'on l'ait prévu. Et pour nous tous, ça veut dire ne pas déserter les lieux où s'élabore la pensée, ne pas déserter les ordres de nos professions, les groupes, les conseils municipaux, les commissions. Essayez d'être là où les gens réfléchissent, pour que la pensée s'élabore aussi avec nous, c'est-à-dire dans un retour au réel. La dialectique qu'a évoquée Blanche Trèbe l'autre jour, la réponse à la dialectique, c'est de revenir au réel, de revenir à la réalité. La question nous est assénée de savoir s'il faut ouvrir, entre guillemets, une PMA pour toutes, qui est une demande extrêmement marginale et extrêmement transgressive. Et nous disons non, l'enjeu majeur du débat de cette année, si on veut aborder la question de l'infertilité, c'est l'infertilité. Pourquoi l'infertilité ? Pourquoi à cause de questions environnementales, sociales, de comportement, de maternité trop tardive, ce que les experts reconnaissent. Et donc de mettre le sujet du réel là où on veut nous imposer des revendications largement idéologiques. Cinquième mode d'action, tenir. Tenir, ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité. Alors, on ne va pas annoncer le futur, ça serait de la toute-puissance. Le clonage a failli être légalisé dans nos pays jusqu'à ce que le savant Wang, le sud-coréen, vous vous souvenez peut-être, en 2005, soit convaincu, qui avait prétendu cloner un premier embryon humain, soit convaincu de fraude. Et il est tombé de son piédestal, et puis depuis, il y a eu d'autres découvertes. Et finalement, le clonage humain, y compris qu'on prétendait à tort thérapeutique, et finalement, c'est progressivement éloigné, même si certains bien sûr, sont encore tentés par ce procédé de copie, entre guillemets, de l'être humain. Et donc, lorsqu'on tient le choc, et nous avions à l'époque dénoncé la tentative d'un gouvernement français de légaliser le clonage en changeant son nom, eh bien, lorsqu'on tient le choc pendant des mois et des années, parfois, ce qui semblait inéluctable n'advient pas. Dernier mode d'action, ou dernier principe, mais qui nous concerne tous, s'enraciner. Face aux tempêtes du monde, nous avons besoin d'agir au plus près des personnes. Et c'est ce qui nous nourrit, nous, à Alliance Vita, face même à la tentation de désespérance, face à certaines lois sur lesquelles on a l'impression de perdre sans cesse. Quand on est auprès des personnes, on n'a plus d'idéologie. Nous n'avons pas des convictions, je reformule ce que disait François-Xavier Bellamy, dans la tête. Nous avons dans les entrailles l'amour de la vérité et que nous puisons auprès des personnes. Nos services d'aide sont comme des refuges anthropologiques. Et je pense que nous avons tous besoin d'agir dans des refuges anthropologiques pour que la vie y soit protégée. Et alors, la consolation de cette action vient. En conclusion, résister, c'est une urgence au présent. Construire, c'est une exigence de long terme. Et face à la convergence des idéologies scientistes, matérialistes, du féminisme ultra, de l'antispécisme que j'évoquais tout à l'heure, qui aboutit à cette perspective du transhumanisme, eh bien nous avons à construire une société d'écologie humaine. L'écologie humaine, elle prend en compte que l'homme est interdépendant, qu'il a besoin de relations, qu'il est vulnérable. Van Potter, qui est l'inventeur du mot bioéthique, avait une vision élargie de la bioéthique. Une bioéthique qui était non seulement ouverte aux questions anthropologiques du respect ou pas de la vie humaine, mais ouverte aux questions sociales et ouverte aussi aux questions environnementales. L'homme pris comme un élément de la création. Et cette vision élargie de la bioéthique, qui intègre tout l'homme et tous les hommes dans son écosystème, va peut-être nous aider à ouvrir de nouvelles pistes à long terme, et c'est peut-être notre urgence. Enfin, rien de grand ne se fait sans le temps. Et donc, peut-être que nous agissons à l'échelle d'une génération entière. Peut-être que c'est les générations suivantes qui pourront récolter ce que nous avons semé ou rallumer le feu que nous avons essayé de conserver. Et par conséquent, notre immense joie, c'est effectivement de nous inscrire dans l'urgence du temps long parce que nous servons les générations futures. Je vous remercie.